Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 4e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Ophélie. Ophélie est infirmière et passionnée d'aventure. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Néa et leur récit de voyage. Ophélie nous conte les plus belles aventures qu'elles ont partagées ensemble, et notamment leur expérience de la van life qui nous fait tous tant rêver. Elle nous délivre aussi ses meilleurs conseils pour réussir ses vacances avec son chien le moment venu, parce que oui, partir en vacances avec son chien, c'est possible et c'est même vivement conseillé. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Ophélie. Salut Ophélie! Salut! Tu vas bien? Ça va super, et toi? Oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer sur le podcast. Ça me fait hyper plaisir de te rencontrer à cette occasion. Est-ce que tu pourrais te présenter, Ophélie? Dis-nous qui tu es. Alors, moi je m'appelle Ophélie, j'ai 25 ans. Je suis infirmière depuis 3 ans et demi dans un EHPAD. J'habite en Alsace avec ma compagne qui s'appelle Charlotte. Ma première passion quand j'étais jeune, ça a été l'équitation. J'en ai fait pendant plus de 10 ans, j'étais une mordue d'équitation. C'est par la suite qu'est venue la passion des chiens. Petite, j'habitais aussi en campagne et j'adorais passer mon temps libre dans la nature, la forêt. Dès que j'avais un petit peu de temps libre après l'école, bah, je partais dans la forêt. Je construisais souvent des cabanes avec ma sœur. Et mon père me faisait découvrir les animaux de la forêt, les oiseaux. On essayait toujours de partir en fait en famille, dans la nature, dans la campagne. Proche de la nature donc. C'est ça. Ok, trop cool. Et donc tu vis avec un chien, je crois. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, alors Néa, c'est une femelle berger américain de 3 ans. Elle est venue chez nous du coup le 14 octobre 2017. C'est une petite chienne pleine de vie qui est proche, très très proche de nous. Mm. Elle adore les humains, elle fait la fête à tout le monde. Par contre, niveau chien, elle est très sociable, mais elle s'entend pas trop avec les chiens un peu bourrins ou mal polis. Tout ce qui est mauvaise présentation, un chien qui va courir sur elle, et ben ça, elle est pas trop ok. Du coup, elle n'hésitera pas à les remettre en place. Ouais, c'est aussi une chienne qui est sensible. Elle a besoin d'être mise en confiance. Elle a besoin de contact aussi, notamment avec nous. En fait, elle cherche souvent le contact. Elle peut être peureuse de temps en temps avec les choses qu'elle connaît pas, mais une fois qu'on la met en confiance, une fois qu'elle connaît, après, il n'y a pas de souci particulier. Et elle est gourmande aussi, donc avec les friandises, ça marche pas mal. C'était quoi ton expérience avec les chiens avant d'avoir Néa? Alors, j'ai jamais eu de chien à moi. Mm. Je sais que mes parents avaient un chien, mais il est mort, je crois, quand j'avais 2, 3 ans. Du coup, je l'ai connu sans forcément le connaître, on va dire. J'ai pas du tout de souvenirs de lui. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé donc à prendre un chien? Pourquoi cette envie-là et comment c'est venu dans ta vie? C'est venu depuis petite, du coup, l'équitation, ensuite les chiens. J'avais toujours ces 2 passions-là. Quand ma mère me demandait: «Qu'est-ce que tu veux pour Noël?» et ben, je disais: «Un chien, un bébé chien, je veux un bébé chien sous le sapin à mon anniversaire. Qu'est-ce que tu veux? Un chien». Du coup, j'avais souvent des livres sur les chiens, des posters. Je me souviens que j'avais des posters dans ma chambre de chiens. Et au final, mes parents me disaient toujours, «Tu verras quand tu seras plus grande, quand tu auras ton indépendance, ton appartement, ton travail, tu pourras avoir un chien, tu pourras faire ce que tu veux». Quand j'ai trouvé mon travail du 1er salaire, c'est tout de suite parti dans un chien. J'ai pas réfléchi, je me suis dit: «C'est bon, j'ai mon indépendance, mon appartement, je peux me prendre un chien, quoi». Trop cool. Et donc, tu nous as dit que Néa était un berger américain. Est-ce que tu pourrais nous décrire cette race pour les auditeurs qui visualiseraient pas très bien le Ouais. berger américain? En fait, le berger américain, ça ressemble fortement au berger australien. C'est une sélection en fait de petits spécimens qui vient des États-Unis. Donc là-bas, ils ont sélectionné spécialement de petits spécimens de berger australien. Ensuite, c'est une race qui a été reconnue officiellement en France en 2014. Donc c'est une nouvelle race, elle n'est pas très très ancienne. Je sais que c'est une race qui est de plus en plus visible aujourd'hui. Forcément, le berger australien, c'est un grand gabarit.
Donc on se dit le berger australien condensé en miniature, c'est le berger américain. Le berger australien, c'est le chien préféré des Français. Est-ce que tu aurais des petites recommandations à faire sur le choix de cette race? Bah, comme le berger australien, le berger américain, c'est des chiens de berger, donc une race bergère. Donc c'est une race assez active, qui est intelligente, c'est des chiens très joueurs, qui sont volontaires, qui aiment apprendre. Ils sont aussi proches de leur maître, très pot de colle. Ils peuvent aussi très bien passer la journée sur le canapé avec nous que dehors à faire du troupeau ou à randonner. Donc ça, il y a pas de souci particulier. Mais il faut bien répondre aux besoins de la race, parce que je sais qu'il y a pas mal de bergers australiens qui peuvent, ou de bergers américains, là je dis pour les deux races, qui Mm. peuvent développer des troubles du comportement. J'avais parlé à une comportementaliste qui m'a dit que c'était pratiquement la moitié de ses clients. Donc, c'était des personnes avec des bergers américains, bergers australiens, qui n'arrivaient pas forcément à gérer les besoins du chien. Donc, forcément, ça engendrait pas mal de soucis. Ok. Et toi, comment t'es arrivé sur le berger américain? Tu connaissais déjà cette race? Comment t'as connu et quels étaient tes critères de recherche? Chercher un chien de race moyenne qui corresponde un peu à notre mode de vie. Donc, qui aime les randonnées, qui nous suivent dans nos aventures. Et vu que c'était un premier chien, chercher principalement aussi un chien facile à éduquer. Pas trop compliqué vu que j'y connaissais pas forcément grand-chose. Alors moi, je connaissais pas du tout la race avant 2015. Je crois que c'était en 2015, oui. Quand j'avais les week-ends de libre, je partais souvent sur des concours d'agility. J'aimais bien en fait regarder tout ce qui était concours d'agility, concours d'éducation. Et un jour, en fait, j'ai vu un petit chien, c'était un noir tricolore, je crois, qui avait fait un concours d'agility et j'ai vraiment flashé en fait sur cette race. Après le concours, je suis directement allée voir la personne pour demander quelle race c'était et demander plein de renseignements. Et à partir de ce jour-là, j'ai toujours su que je voulais un berger américain. C'était ma race vraiment coup de cœur en fait. J'ai flashé sur la race, quoi. Ouais, ouais. Et au niveau du gabarit, du coup, du berger américain, tu peux nous le décrire un peu? Bah, en fait, c'est berger australien en miniature. Après, Néa pèse 14 kilos. Donc, il y a des plus petits gabarits. Après, Néa, c'est une grande berger américain. On va dire qu'elle est un peu plus grande que la normale. Il y a plus petit aussi. C'est environ entre 10 et 14 kilos pour un berger américain. Donc, c'est le D'accord, ok. berger australien condensé en fait en miniature. Ok, ça marche. Cool. Donc, elle est arrivée en 2017, tu nous disais? Comment ça s'est Ouais. passé son arrivée et comment tu avais préparé son arrivée? Est-ce que ça faisait longtemps que tu préparais ça? Ça faisait 1 an et demi, 2 ans, oui, que j'avais du coup vraiment, flashé sur la race et que je faisais des recherches. J'avais trouvé plusieurs élevages et j'en avais visité un, 2, 3 fois avant vraiment de faire mon choix. Et l'éleveuse m'avait appelée, du coup, elle savait que je cherchais un chiot. Elle m'avait appelée comme quoi elle avait une portée et qu'on pouvait venir, pour voir les chiots qui venaient de naître, quoi. Et après, on l'a cherchée, elle avait 2 mois et demi. Et bah, je me rappelle comme si c'était hier, je l'avais sur les genoux dans la voiture, j'ai pleuré de joie. Ma compagne m'a dit: «Ça y est, tu l'as ton chien» et là, je l'ai juste regardé et j'ai fondu en larmes, quoi. Trop cool. Et comment s'est passée son éducation alors? Tu nous disais que c'était un chien plutôt facile de ce côté-là. Comment ça s'est passé pour vous? Bah, après, je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais on n'a pas eu trop de soucis, avec Néa. Elle nous a pas forcément détruit beaucoup de choses quand elle était chiot, à part, bah, elle nous avait détruit quoi? Une lanière de sac à dos ou des chaussons, mais bon, je trouve que c'est à peu près standard, on va dire. Oui. Non, il y avait pas trop de soucis particuliers. Après, je me suis beaucoup renseignée sur internet, dans les livres, l'éducation, la sociabilisation, la solitude, tout ce qui est signe d'apaisement aussi. Mm. J'avais pris des vacances pour l'accueillir. J'avais 2 semaines de vacances aussi quand elle est venue et je me rappelle que pendant ces 2 semaines de vacances, pour lui apprendre la solitude, on était encore en appartement et je sortais dans le couloir. Je fermais la porte, je faisais tout comme si je partais et j'attendais 5 minutes dans le couloir, je la félicitais et petit à petit, j'augmentais un petit peu, le temps où je la laissais seule, quoi. Ah ouais, trop cool. Donc, C'était tu t'es hyper impliquée dès le début, donc. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu as eu recours à de l'aide extérieure sur certains points ou t'as pas eu besoin? Bah, alors j'avais fait, des cours d'éducation quand elle était chiot dans des clubs canins. Ouais. Mais au final, j'ai fait peut-être, même pas 6 mois là-bas parce que j'ai arrêté. C'était pas forcément dans mes valeurs et pas en accord, on va dire, avec mes méthodes d'éducation, quoi. J'adhérais pas, on va dire. Ok. Du coup, j'ai arrêté et après, par contre, on a fait un petit peu d'agility
Et là, c'est vraiment, Néa qui me montrait qu'elle s'éclatait pas vraiment là-dedans. C'était pas du plaisir pour elle, du coup, je me suis dit: «Ça sert à rien qu'on en fasse» et maintenant on en fait de temps en temps un petit peu dans le jardin, quoi. Mais j'ai pas envie de la forcer si je sens que c'est pas son truc. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait penser, enfin, c'est avec berger américain, on se dit, bon, l'agility, ça doit être son truc, et en fait, elle aime pas plus que ça, quoi. Bah, au final, c'est pas son truc, Ouais, non. ok. On va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Sur Instagram, tu partages pas mal de voyages avec Néa. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça signifie pour toi, le voyage? Pour moi, le voyage, c'est principalement partir à la découverte, découvrir de nouveaux endroits, se ressourcer, découvrir des nouveaux paysages. Puis, dans le milieu hospitalier, donc j'ai aussi besoin un petit peu de lâcher prise, Mm. de souffler comme on dit et je sais que le voyage m'aide beaucoup aussi, à me recentrer sur l'essentiel. C'est pour en fait, c'est une source d'enrichissement inépuisable, je trouve. De découvrir aussi les différentes cultures, différentes coutumes, ça permet de s'évader. C'est une vraie addiction. Ouais, ouais. Je sais que tu voyages notamment beaucoup en van. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que c'est que la van life? Je sais que ça fait rêver beaucoup de gens, notamment depuis le premier confinement, parce que Ouais, c'est un peu la ça fait liberté pas mal de ultime. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce courant-là de la van life? La van life, globalement, en fait, c'est le fait de vivre, dans un véhicule à l'année, quelques semaines, le week-end. Un véhicule aménagé pour y vivre, avec le minimum et les valeurs de la van life pour moi, après je parle pour moi, c'est vraiment une connexion avec la nature. Tu as le sentiment de liberté, en fait, tu vas où tu veux, quand tu veux, c'est la liberté au volant et on peut partir, sans contrainte, on va dire, sans avoir le besoin de réserver, on peut vraiment partir comme ça sur un coup de tête, où on veut, quand on veut. On a notre petite maison avec nous et voilà. Trop cool. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton van? Pourquoi avoir choisi le van et nous raconter un peu tout ça? Alors du coup, nous, notre van, il a un petit prénom. Cool. On l'a appelé Billy. Alors pourquoi, je sais pas trop, c'était un petit nom comme ça, on cherchait des noms. Du coup, c'est un T4 Volkswagen vert, de 1996. Il est plus tout jeune. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a acheté. Ça faisait un petit moment aussi où on se posait des questions: «Tiens, pourquoi pas, prendre un van?» et puis depuis qu'on avait Néa, on se posait encore plus la question, c'était plus pratique pour nous aussi. Mm. Et après on l'a trouvé du coup, sur une plateforme sur internet et on s'est lancé dans l'aventure. Il était par contre déjà aménagé par un particulier, parce on n'était pas forcément bricoleuses, on va dire aussi. On n'avait pas envie de se lancer tout de suite sur un chantier et après pourquoi pas maintenant un prochain ou d'ici quelques années aménager un van nous-mêmes. Ouais, et l'aménagement qui était déjà en place vous convient? Enfin, c'est... Oui, oui, ouais, oui. Ah oui, il est il bien est fait. top, mais après Mm. maintenant depuis qu'on a ce van-là, on a des idées d'aménagement ou si on veut construire, enfin on a forcément plein d'idées, donc on se dit pourquoi pas, la prochaine fois construire, notre propre van. Et alors, comment ça se passe les voyages en van avec Néa? Comment ça se passe, par exemple, le choix des destinations notamment? Principalement en fonction de nos envies, nos moyens. Mm. Néa aussi forcément, si elle aime pas forcément la ville, on va pas aller à Paris ou enfin la van life à Paris, je pense pas que ça fait trop rêver. Donc c'est vraiment en fonction de nos envies et aussi en fonction de, bah, forcément, l'année dernière, on va dire que c'était pas l'année, propice au voyage. Du coup, on est resté en France, on n'allait pas partir à droite à gauche en Europe, quoi. Et donc, c'est quoi vos destinations de prédilection? Donc, est-ce que vous avez des projets plus loin? Quelle destination vous avez déjà fait? Bah, avec le van, on était descendu en Ardèche pendant une semaine. L'année dernière, on a pu faire quand même, la Bretagne, la Normandie. On est parti pendant 2 semaines et après on fait souvent, vu qu'on est à côté des Vosges, on a la chance, de pouvoir partir, dans les Vosges, assez régulièrement, les week-ends ou même partir un soir comme ça sur un coup de tête, dormir, dans une clairière, voir le lever de soleil. Ah, c'est trop top, ça fait rêver. Et vous avez des projets futurs de voyage avec le van? Avec Alors, on Billy? aimerait beaucoup faire les Dolomites. C'est ce qui était prévu, l'année dernière, qu'on a laissé finalement tomber. Mm. Le sud-ouest, la dune du Pilat, la Haute-Savoie. On a beaucoup de projets. On essaye pour le moment de faire des projets principalement en France, parce qu'on a peur de se faire avoir forcément. Mm. Et après, peut-être plus tard, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est le Portugal ou la Croatie. Ok, Partir, mais là, ce serait carrément, 6 mois, 1 an, je pense. donc voyage à long terme un jour. Oui, c'est ça. Un jour peut-être, on espère.
Trop cool. Et alors, comment ça s'est passé avec Néa, notamment le premier départ que vous avez pu faire avec elle et aussi les premières vacances? Oui, c'est ça. Il y a eu un temps sans van aussi. Bah, ça fait 3 ans qu'on a Néa et on est parti une fois sans elle, c'était pour aller en Thaïlande. Forcément, Ouais. on n'allait pas l'emmener, mais autrement, c'est vrai qu'on l'emmène partout. On avait aussi fait, le Jura. Bah, le Jura, c'était nos premières vacances, du coup, avec Néa. On avait loué un petit mobil-home dans un camping pas trop loin des cascades du Hérisson Ouais. et là, c'était moi qui étais principalement stressée. Je me posais beaucoup de questions, quoi emmener, comment Néa va réagir parce que forcément on sait pas trop comment elle va réagir et j'avais peur de transmettre mon stress à la chienne. Du coup, c'était un petit peu folklorique. Elle avait quel âge? Elle avait je crois qu'elle avait 8 mois, D'accord. elle avait pas encore 1 an et j'avais préparé un sac, avec tout et rien. Je crois que j'avais emmené à chaque fois des affaires au cas où, au cas où. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez comme on dit. Et au final, ça s'est super bien passé. Elle a découvert le mobil-home. Après, on avait fait une belle randonnée. Elle était fatiguée le soir. Elle a dormi, tout le monde était détendu. On a pu profiter un maximum des vacances. Juste le soir, de temps en temps, elle pleurait un petit peu. Bon, forcément, c'était un environnement qu'elle connaissait pas trop. On l'a prise avec nous et après, elle s'est vite adaptée aussi. Après, sur les départs en van, comment ça se passe? Elle supporte bien la voiture déjà, j'imagine. C'est quand même Ouais, bah, un point important. c'est vrai. Bah, la voiture de base, elle supportait bien. Après les premiers trajets en van, c'était, ouais, les 5-6 premiers trajets, en fait, dans le van, du coup, on est assise à l'avant et elle est assise à l'arrière et du coup, il y a un plus grand espace entre nous que si elle était dans la voiture à l'arrière. Du coup, elle pleurait de temps en temps ou elle, tremblait. Les premiers trajets, je les faisais à côté d'elle Mm. pour qu'elle soit habituée et au final, après, je pense qu'elle a fait un renforcement positif sur le van. Pour elle, le van égale, partir, égale, découvrir, égale la nature. Donc, au final, maintenant, elle rentre volontiers dans le van, elle se couche, elle attend qu'on parte, quoi. Ouais, elle l'a associé à des vacances positives, Ouais, c'est à ça. des trucs Vraiment cool, une quoi. chose positive, c'est ça. Ouais. C'est ça. Elle sait que quand on part en van, bah, c'est la nature. Elle nous a rien que pour elle aussi, donc ça, elle est contente et qu'elle va rester avec nous pendant un week-end, une semaine. Du coup, je voulais parler un peu avec toi des vacances avec son chien. Pour toi, ce serait quoi les principales difficultés qu'on peut rencontrer en voyageant avec son chien? Pour moi, la principale difficulté, c'est les endroits, pas mal d'endroits qui sont interdits aux chiens. Bah, si on va dans le sud avec les plages, les réserves naturelles, il y a des restaurants aussi qui acceptent pas forcément les chiens. Au niveau du chien aussi, je pense qu'il faut s'adapter. Il faut bien connaître son chien. Par exemple, on va pas l'emmener, le mettre en difficulté et l'emmener dans la foule. Si notre chien il supporte pas la foule, ça va être une contrainte pour lui comme pour nous et aucun des deux au final va prendre plaisir. Et l'autre difficulté aussi, je pense que ça doit être, bah, nous en van comme en appartement par exemple, laisser seul le chien. Si on va aller faire une visite d'un musée, est-ce qu'il gère la solitude? Est-ce qu'on peut le laisser seul dans l'appartement? Est-ce qu'il va pas détruire? Et au niveau du van, c'est pareil. Enfin, déjà, des endroits qui sont interdits aux chiens, on n'y va pas. Et quand on va faire les courses, on essaye de pas forcément la laisser seule dans le van. Et aussi au niveau des chaleurs, quand il y a des fortes chaleurs, forcément, la température dans le van, elle augmente assez vite. Du coup, on essaye un petit peu de gérer tout ça et de pas la laisser seule. Donc, ça peut être aussi une petite difficulté pour nous, mais on s'adapte. Oui, bah c'est vrai que par exemple, moi avec Charlie, on a pas mal de soucis de gestion de la solitude. Et bah, typiquement, les vacances avec Charlie, ça veut dire qu'il est tout le temps avec nous, quoi. C'est pas Ouais, envisageable de le laisser même ouais, 10 ben ouais. minutes tout seul dans un appart parce que ou autre chose, mais ouais, c'est pour nous c'est pas envisageable. Et du coup, ouais, comment elle le gère, Néa, quand ça vous arrive de la laisser seule, ça se passe comment? Bah, ça nous est déjà arrivé de la laisser seule. Oui, au final, ça s'est très bien passé. C'était plus moi, encore une fois, qui stressais à ce niveau-là. Ouais, Et je me rappelle qu'on avait utilisé une application à l'époque avec ma copine où, en fait, on pouvait laisser un téléphone dans l'appartement et prendre l'autre téléphone pour, en fait, connecter les 2 téléphones ensemble pour faire comme une caméra. d'accord, Et du ok. coup, on avait connecté ça et ironie de l'histoire, au final, on était partis, dans un restaurant en montagne. On n'avait plus de réseau, donc j'ai même pas pu regarder ce qu'elle faisait. Et on était rentrés le soir, au final, elle s'était endormie sur le canapé. Après, je lui ai laissé aussi des jouets d'occupation, je lui fais des kongs fourrés aussi et elle a l'habitude, à chaque fois, elle a son petit kong, elle se met sur le canapé et elle s'endort tranquillement. Donc je Ok. pense que ça, c'est quand même un des points importants aussi si on veut partir en vacances et laisser seul son chien.
Il faut bien gérer la solitude. Et c'est vrai que toutes ces petites difficultés qu'on peut rencontrer en vacances, malheureusement, on voit chaque année une recrudescence des abandons dans les refuges. Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est vrai qu'a priori, ça peut sembler difficile d'amener son chien en vacances. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Ça a été une question d'amener ton chien en vacances ou avant de prendre Néa, tu t'es dit, bah, j'ai cette solution de secours au cas où? Ou comment ça se passe? Tu l'envisageais déjà? Bah, sur le coup, on s'est pas forcément trop posé de questions parce que pour moi, c'était pas forcément envisageable de pas l'emmener en vacances avec nous. Ouais. À part pour, comme dit, pour la Thaïlande où là, bah, vraiment, on n'allait pas l'emmener. Du coup, avant d'avoir Néa, j'avais déjà moi, c'est mes parents qui gardent la chienne quand on part, en vacances et ils étaient déjà au courant. J'avais déjà la roue de secours si vraiment, il nous arrivait quelque chose ou on voulait partir loin. Ils nous ont dit: «OK, c'est bon, on garde la chienne». Après, je sais qu'il y a des chenils, il y a plein de familles aussi qui accueillent les chiens, des personnes, des éducateurs spécialisés qui accueillent les chiens pendant 1 semaine, 2 semaines, des clubs de vacances pour les chiens, on va dire. Mm. On pense souvent que partir avec son chien, on a peur d'être freiné dans les activités, de pas pouvoir faire des choses, mais moi j'ai pas mal d'exemples où on a fait plein de choses finalement avec Néa qu'on n'aurait peut-être pas fait si elle avait pas été là. On est descendu les gorges de l'Ardèche en canoë pendant toute une journée, ça c'était génial. Trop cool. On a visité des grottes aussi en Ardèche qui acceptaient les chiens. On avait fait Marseille aussi quand elle était jeune et on avait fait un tour en bateau pour aller voir les calanques à Ouais. Marseille. Et au final, Néa s'était endormie sur nous. Je pense qu'elle avait été bercée par les vagues. Elle s'était endormie sur nous. Tout le monde était autour de nous. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. On avait fait du petit train aussi, du pédalo. Enfin, il y a plein d'activités à faire qu'on peut faire avec notre chien sans problème, quoi. Et on a toujours peur que ça soit un frein. Mais au final, moi, je pense que c'est plus un moteur dans les vacances, ouais. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que généralement, ça nous fait aussi passer des vacances peut-être plus sportives ou plus riches en activités que ce qu'on aurait pu faire habituellement. Enfin, en tout cas, moi, je sais que les dernières vacances que j'ai passées avec Charlie, les 2 dernières vacances d'ailleurs que j'ai passées avec Charlie, c'était plutôt plus sportif que d'habitude. Donc, c'était aussi cool et riche en expérience du coup. C'est ça. Mais après, c'est pas forcément plus sportif, mais nous, je sais qu'on essaye de limiter. J'ai un autre exemple aussi. On avait fait du coup la Normandie, la Bretagne. On était allé à Etretat. Mm. Et je me souviens qu'on n'était pas allé à Etretat même parce que il y avait une foule pas possible. Du coup, on a fait un petit peu le tour et on avait trouvé un endroit mais tout aussi magnifique qu'Etretat. Et on n'a pas du tout regretté. Et j'avais dit justement à ma compagne, j'ai dit, tu te rends compte, si là on n'avait pas eu Néa, on n'aurait pas eu la chance de voir ça, on va dire, quoi. On sort des sentiers battus, on va dire un petit peu. On se contente pas juste du lieu touristique, on va un petit peu à droite à gauche et c'est là qu'on découvre aussi des endroits magnifiques qui sont un peu moins connus. Mm. Est-ce qu'il y a déjà des moments où vous vous êtes sentie un peu contrainte parce que Néa était avec vous et que ça vous empêchait peut-être de visiter quelque chose ou de faire une activité Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça nous est déjà arrivé, oui, du coup, d'arriver à un endroit, bah, on voit forcément le panneau chien interdit, le fameux panneau chien barré. Et du coup, soit on fait demi-tour, ou alors nous, souvent, on demande quand même est-ce que le chien est interdit. Alors, ça nous est déjà arrivé que le vigile, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, il a regardé Néa, il a dit bon, allez, ok, c'est bon, vous pouvez venir. Du coup, maintenant, on se demande toujours quand même. Au Ça, cas ça où, coûte ouais. rien de demander. Mm. Et après, généralement, si c'est interdit aux chiens, on n'y va pas. Ou si vraiment on veut le faire, il y en a une qui reste dehors avec Néa pendant que l'autre visite le musée ou quelque chose d'autre, quoi. Après, ce qui peut être embêtant aussi, c'est les jours de pluie. Mm. Il faut toujours prévoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire les jours de pluie. Donc moi, j'essaye, quand on est sur les lieux, de regarder un petit peu à l'avance, même s'il pleut pas spécialement, de regarder un petit peu à l'avance qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'intérieur si jamais vraiment il pleut pour s'occuper. Et donc, en dehors de ces difficultés-là, qui sont des contraintes bah, malheureusement plus grandes que nous, parce que voilà, quand les chiens sont interdits, bah, on n'y peut pas grand-chose. Sinon, on imagine que la clé des vacances réussies, c'est quand même que son chien n'ait pas de problème de comportement. Donc, l'éducation a l'air d'avoir une place importante quand même pour bien réussir ses vacances. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu ressens la Ouais. chose? Bah, moi, je dirais principalement l'éducation et la connaissance aussi de son chien. Mm. Faut bien connaître son chien aussi, s'adapter aussi à lui.
Comme je me répète peut-être, comme par exemple, j'ai une copine où sa chienne, elle aime pas forcément la foule, elle aime pas quand elle se sent pas à l'aise quand il y a beaucoup de monde, bah, elle va pas emmener sa chienne en plein milieu d'un marché ou en plein milieu de la foule ou et cetera, quoi. Mmh. Donc bien connaître son chien aussi, ses réactions. Par exemple, je sais que Néa, les enfants, c'est pas forcément son truc. Ouais. Donc je vais éviter un petit peu tout ce qui est, sortie d'école, tout ce qui est plage, bondée d'enfants qui courent partout, c'est forcément la mettre en échec, donc je vais pas profiter non plus. On essaie de s'adapter aussi un petit peu, à son chien Mmh. et après au niveau de l'éducation, forcément avoir un chien sociable, ça facilite aussi, les vacances. Est-ce que tu pourrais nous raconter les plus beaux moments alors de voyage que vous avez partagés avec Néa en 3 ans? Ah bah, il y en a eu pas mal. Bah, après, là, je parle des moments, hors van, du coup, quand on partait pas encore avec le fameux Billy. Ouais. Quand on était, à Marseille pendant les Calanques, on avait fait une randonnée, magnifique et c'était à l'époque où Néa, du coup, elle avait 7-8 mois et au final, on s'était embarqués dans une randonnée avec des chemins escarpés, rocailleux, enfin, c'était un petit peu la catastrophe et on avait dû la porter sur les épaules. On avait dû faire la remontée avec, Néa sur les épaules, c'était assez comique. Au final, on en garde un bon souvenir, c'est une bonne anecdote à raconter. Ouais. Le bateau aussi, quand on avait fait les calanques avec le bateau et que Néa s'était endormie. Sur le coup, j'appréhendais aussi un petit peu parce que forcément, elle était jamais sur un bateau. Je savais pas comment elle allait réagir. C'était juste un petit tour d'une demi-heure. Je me suis dit: «Allez, on essaye» et au final, elle a adoré ça. Elle a été bercée par les vagues. Donc on en garde un très bon souvenir aussi. Quand on avait fait donc ça, c'était avec, cette année avec le van en Normandie, on avait fait les plages du débarquement et on était Ouais. partis hors vacances scolaires. Du coup, en fait, on avait la plage, rien que pour nous. Et c'est au moment où j'ai détaché Néa pour qu'elle court sur la plage et la voir s'éclater, courir à droite à gauche. En fait, la voir heureuse, ça m'a rendue tellement heureuse et c'est ces petits moments-là qui restent marqués dans l'esprit. Et après aussi, moi, c'est mon petit truc à moi, je sais pas si tout le monde le fait, mais quand on dort dans le van l'été, j'aime bien me lever généralement vers, 4h30, 5h du matin pour voir le lever de soleil, prendre un bon café, me poser dehors et regarder le lever de soleil et admirer juste la nature qui se réveille et ça j'adore. C'est vraiment mon petit moment à moi, quoi. Ouais. Ah, c'est trop cool. Ça fait trop envie. Je sais aussi qu'après on avait cherché un endroit en Bretagne avec le van où dormir et au final, on avait trouvé un magnifique spot devant la mer et on s'était réveillés avec, le bruit des vagues, le bruit des mouettes. On avait pris le petit déjeuner, face à la mer, toute seule, face à l'océan et c'est aussi un moment qui restera gravé. Ça, c'est des chouettes moments comme ça. Ah, trop cool. Est-ce que c'est facile de voyager en van en France? Oui. Trouver des spots où se poser pour la nuit, c'est pas contraignant? Ça dépend des endroits. Après, il y a différentes applications. Moi, j'utilise Park4Night où, c'est une application qui répertorie un petit peu tous les endroits. En fait, c'est la communauté de van lifers qui met, sur ce site, en fait, tous les endroits où on peut dormir facilement ou facile d'accès. Mmh. Après, il y a tout ce qui est camping aussi et il y a certains endroits, notamment sur la presqu'île de Crozon, donc là, je parle spécifiquement au niveau de la Bretagne, où là-bas, en fait, c'était interdit de faire du camping sauvage. Alors on a dû Ah dormir ouais, dans un camping. OK. Des fois, ce qui est aussi un petit peu embêtant, c'est d'arriver sur un endroit magnifique et au final, il y a des déchets, des détritus, des autres personnes qui étaient là avant nous. C'est pas forcément top pour la nature, pour nous, pour ceux qui viennent. Donc voilà, ça, c'est quelques petits points négatifs, on va dire. Mais Ouais. bon, après, quand on se réveille face à la mer, je veux dire qu'on oublie tout. Oui, oui, oui. Oui, mais ça vous est jamais arrivé de devoir dormir, sur le parking d'un supermarché parce que, vous aviez pas trouvé de Ça spot? peut ça peut nous arriver aussi. Il y a pas mal de points négatifs qu'on parle pas forcément, ou quand on regarde, forcément, ça fait rêver un petit peu la van life sur Instagram ou sur internet. Mais il faut savoir que des fois, ça nous est déjà arrivé aussi de dormir, sur une station essence ou sur le parking d'un supermarché parce qu'il était 23h minuit, qu'on en avait marre de tourner, qu'on était fatigués. On s'est dit: «Bon, bah, stop, on on s'arrête là, on passe la nuit ici, quoi». C'est pas forcément, il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi pas mal de points négatifs. Mais on va dire qu'après, les choses positives font qu'on oublie tout le négatif. Ouais, ouais. Ouais, trop cool. On va passer maintenant à la partie conseils. Quels conseils tu pourrais donner à nos éditeurs pour réussir leurs vacances, avec leurs chiens? Ouais. Que ce soit van ou pas van d'ailleurs.
Alors moi, on va dire que j'ai à peu près 2 mots-clés, c'est l'organisation, l'anticipation. Parce que, dans tous les cas, voyager avec ou sans son chien, ça demande une organisation. N'importe où on va, faut toujours un minimum être organisé, on va dire. Ouais. Bien préparer aussi ses vacances en amont. Donc ce que je fais moi, bien sûr, c'est internet. J'aime bien utiliser internet et me renseigner sur les endroits, où on va pour déjà, voir les différents lieux qu'on peut visiter avec les chiens acceptés ou non. Si on va à la mer, regarder les plages où les chiens sont acceptés. Après, je sais qu'on part souvent, hors vacances scolaires, hors période scolaire, du coup, on a un petit peu plus de chance. Souvent, il y a des plages qui sont pas autorisées aux chiens pendant les vacances scolaires, mais le reste de l'année, il y a aucun souci. Il y a pas mal de sites aussi, de grands sites qui proposent maintenant des filtres où on peut sélectionner chiens acceptés ou non dans le logement. Donc ça, c'est hyper pratique. Bien connaître son chien, ouais, comme dit, ses habitudes aussi, et pas forcément trop le chambouler dans ses habitudes, sinon on va pas prendre plaisir. Au niveau de l'alimentation, bien s'organiser pour l'alimentation, que ça soit les croquettes, rations ménagères, barf. Nous, on a une petite spécificité vis-à-vis de Néa, c'est elle a pas mal d'allergies. Ouais, Du coup, on doit faire des injections en fait, une fois par mois pour pallier à ses allergies, et les injections doivent rester au frigo. Du coup, au d'accord. début, ça posait un petit peu problème, comment est-ce qu'on va emmener ses allergies? Si ça tombait forcément la date, de nos vacances. Maintenant, on a un frigo dans le van, ou alors si on va dans un appartement, on emmène toujours une petite glacière pour le transport, et quand on arrive là-bas, on le met directement dans le frigo. Après oui, moi j'utilise aussi, différentes applications. Je mets beaucoup des applications sur le téléphone. Il y a une application que j'aime beaucoup. Bon, j'ai jamais eu affaire à l'utiliser pour le moment, mais en fait, c'est une application qui me géolocalise et qui me marque en fait tous les vétérinaires qui sont autour de moi, ou les vétérinaires de garde. Ouais. Ça, je la prends souvent quand on part en vacances, comme ça au moins je suis rassurée à ce niveau-là, parce qu'on n'est jamais à l'abri, qu'il puisse arriver quelque chose, et que dans la panique, on trouve pas de vétérinaire, on sait même pas trop, où se trouve le vétérinaire. Mm. Du coup, avec cette application, au moins, je suis plus tranquille, on va dire. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle, SOS Pets and Co. Ok, d'accord. Après, pour partir aussi avec son chien, bien, enfin, je trouve ça évident, mais bien, emmener le passeport, le carnet de santé, l'identification par puce. Je sais que chaque année, il y a plein de chiens qui se perdent en vacances et qui sont pas forcément pucés, qui ont du mal à retrouver leur maître après. Donc, bien identifier son animal. Et après, ouais, en Europe aussi, si on veut voyager en Europe, il y a le vaccin contre la rage qui est obligatoire. Oui, selon les destinations, il y a quand même des vaccins à faire, Ouais. principalement la rage, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Du moins pour en Europe. Après, tout ce qui est autre pays, si on veut prendre l'avion, ça, j'avoue que je connais pas trop. Ouais, ok. Et puis il y a de l'organisation aussi à adapter en fonction du mode de transport pour aller en voyage, enfin pour voyager. Enfin, typiquement, je pense au train. On est parti en vacances en train avec Charlie l'été dernier et bah, voilà, c'était quand même une petite organisation puisqu'il faut savoir qu'il faut une muselière pour prendre le train. Oui. Charlie n'avait jamais mis de muselière, donc voilà, donc on s'est entraîné 3 semaines avant, tous les jours on mettait un petit peu la muselière pour s'entraîner, etc. Mais après oui, c'est de l'organisation aussi là-dessus. Après, je sais que nous, quand on part, j'avais acheté une muselière à l'époque, et je la garde toujours sur moi au cas où s'ils peuvent nous la demander sur le bateau ou n'importe où. On n'est jamais à l'abri en fait qu'ils nous demandent de sortir la muselière. Mm. J'avais aussi un petit peu appris. Bon, j'avoue que là en ce moment, je le fais plus trop, mais vaut mieux savoir, enfin vaut mieux que le chien supporte la muselière, faire l'apprentissage avant que d'être sur le fait accompli et de le forcer à porter une muselière, ce qui est pas forcément très Mm. très cool pour lui, je pense. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, au niveau du matériel, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont des incontournables de tes voyages? Bah, après les incontournables de mes voyages, enfin les gros points, c'est principalement, ben, la gamelle. Moi, j'emmène la gourde, avec de l'eau pour, tout ce qui est randonnée, la nourriture, beaucoup, beaucoup de friandises. C'est les vacances pour nous, mais aussi pour eux. Du coup, généralement, elle revient avec 1 kilo en plus. Les jouets, son panier, on essaye d'emmener aussi, ses jouets préférés, son panier, pour qu'elle ait quand même un petit peu ses petits repères, ses habitudes aussi, si déjà elle est dans un logement qu'elle connaît pas forcément. Mm. Une trousse d'urgence aussi, de premier secours, les papiers d'identité, et après tout ce qui est collier, harnais, laisse, longe, notre matériel de balade, rando.
Et on adapte aussi en fonction des endroits. Si on descend dans le sud, si on sait qu'il va y avoir de fortes chaleurs, moi j'emmène aussi le tapis rafraîchissant, qui est bien pratique aussi dans le van. Généralement, je lui pose par terre, elle se met directement dessus. Mm. Ou le gilet de sauvetage quand on part aussi, quand on va faire du canoë ou des choses comme ça, je lui mets son gilet de sauvetage. Et à contrario, quand on va dans la neige, et ben là, j'emmène plus les chaussons ou des soins pour les coussinets. Il y a différentes choses à savoir aussi en fonction de la destination. Par exemple, si on va à la plage, bien rincer le chien après qu'il se soit baigné dans l'eau avec le sel de mer. Mm. Ou à la montagne aussi, faire attention au sel, le sel de déneigement. Moi, je lui rince aussi de temps en temps les pattes en rentrant de balade, ou mettre une protection pour les coussinets. Donc en fonction de la destination, on n'emmène pas toujours la même chose. Après, il faut aussi profiter un maximum avec son chien, lâcher prise, pas non plus se poser trop de questions, pas être trop stressé et vraiment profiter un maximum, découvrir avec lui. Ça crée aussi une énorme complicité avec son chien et c'est ce qui fait tout le voyage aussi. Mm. Oui, tu le disais tout à l'heure, et puis enfin, moi je l'ai vécu aussi. Les premières vacances, franchement, c'est hyper stressant parce que on a peur de tout, on a peur de toutes les réactions que peut avoir son chien. On part aussi à l'inconnu parce que forcément, on ne sait pas comment il va réagir face à telle et telle situation. Mais je pense que ouais, il faut apprendre à mettre ça un peu de côté et à profiter en fait parce que bah, c'est les vacances déjà, donc on est content d'être Ouais. là. Et puis on est content qu'il soit avec nous et ouais, c'est des beaux moments, c'est des beaux souvenirs quoi. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est les premières vacances où on est toujours un petit peu gauche et après, ça roule tout seul, j'ai envie de dire. Mm. Ouais, c'est trop cool. Je posais la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir un chien dans ta vie et qu'est-ce que Néa t'apporte au quotidien? Pas mal de choses, avant d'avoir Néa, je sais que j'étais une personne, beaucoup plus réservée. Maintenant depuis que je l'ai, je sors beaucoup plus, je découvre plus de choses. Il y a des endroits où maintenant je vais, où je serais pas forcément allée sans Néa. J'ose, aller plus loin, on va dire qu'avant je restais un petit peu dans ma zone de confort. Maintenant, j'ose sortir de ma zone de confort, elle me donne confiance en moi. Ah oui, t'as son pilier, donc C'est ça, on est complices, on est tout le temps fourrés ensemble. On fait tout ensemble. Et pour les vacances, c'est un moteur en fait pour découvrir différents endroits. Il y a des choses qu'on a fait, qu'on n'aurait pas forcément fait si on n'avait pas Néa. Bah, les randonnées, des fois, on se lève plus tôt parce que pour éviter les fortes chaleurs. Et au final, c'est à ces moments-là qu'on découvre des paysages magnifiques, le lever de soleil. Alors qu'en temps normal, on ne serait peut-être pas levé aussitôt, on aurait peut-être fait la grasse matinée au lit. Du coup, je trouve que vraiment, ça permet de mieux explorer et découvrir la destination, de voyager avec son chien. On sort des sentiers battus, on va dire. ouais. Et pour nous, c'est pas du tout une contrainte de l'emmener. Au contraire, et il y a la relation, elle est plus forte, il y a une complicité qui se crée. Et après, moi, personnellement, voir mon chien s'épanouir, voir mon chien heureux, c'est ce qui me rend heureuse aussi. Carrément. Ouais, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? Ça peut être livres, films, podcasts, vidéos, tout ce que tu veux. Alors moi, j'utilise beaucoup le site Emmène ton chien. En fait, c'est un site qui répertorie un petit peu tous les restaurants, tous les endroits, les activités où il y a les chiens qui sont acceptés. Mm. Donc, et en fait, on peut géolocaliser l'endroit où on va à peu près et on a plein de petites icônes qui s'affichent et on peut choisir en fait les activités qu'on veut faire. Et je trouve que c'est un site vraiment génial pour partir avec son chien. C'est un incontournable si on veut partir avec son chien. Si j'utilise les groupes de partage sur Facebook, notamment le site location de vacances Chien Bienvenu. En fait, c'est des personnes qui mettent leur gîte ou leur appartement en location et où il y a forcément des chiens qui sont acceptés, tout ce qui est dog friendly. Et j'avais trouvé pas mal de locations comme ça. Mm. Il y a l'application du coup SOS Pets Co, application qui répertorie les vétérinaires autour de toi. Pour tout ce qui est randonnée, j'utilise Visio Rando. C'est une application aussi où pareil, en fait, on note le lieu où on est et l'application va te dire toutes les petites randonnées, les grandes randonnées qu'il y a autour de toi. Donc Mm. si tu es dans un lieu que tu connais pas forcément, si tu pas de carte sur toi, c'est pratique. Pour le van, ben, je l'ai déjà cité avant, Park 4 Night aussi, où on a pas mal d'endroits où on peut dormir, tout ce qui est camping, aires de stationnement, aires de service et endroits en nature où on peut stationner tranquillement.
Et j'hésite pas aussi, après à laisser des messages aux gens sur Instagram ou sur Facebook, à leur envoyer un petit message pour des conseils quand j'ai vu qu'ils étaient là et là et que j'aimerais bien y aller, je j'hésite pas. Généralement, je pose plein de questions avant. Ok, bah trop cool. Et où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui voudraient suivre toutes vos aventures? Bah, moi, j'utilise principalement, Instagram, donc Néaventure où là je mets un petit peu toutes nos aventures, les bons plans, la van life, des photos et j'aime bien partager par ce biais-là. Ouais, ouais, c'est un super compte, je vous recommande de le suivre. C'est Merci trop cool. beaucoup. Bon, bah merci beaucoup Ophélie. Mais de rien, c'était avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Ophélie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'il pourrait aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @néaventure au pluriel et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!